Imprimerie Didier, violence préméditée ce matin, le syndicat du livre attaque en force, les vigiles répondent de la même manière, un médiateur est nommé mais chacun campe sur ses positions. Oui mais, non mais aux accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie, la réponse des indépendantistes du FLNKS est ambiguë, réponse de M. Lepinsec, ministre des Dom-Tom, en direct dans ce journal. Un point en 2 matchs pour l'Olympique de Marseille. Le président Bernard Tapie se fâche. Il écarte l'entraîneur Gérard Banide et Michel Hidalgo revient au premier plan. Mobilisation en Allemagne fédérale, une chaîne de solidarité pour sauver des milliers de phoques menacés par la pollution en mer du Nord. Madame, Monsieur, bonsoir. Il existe, pour des raisons historiques, une certaine tradition de violence dans la plupart des conflits du secteur de l'imprimerie de presse en France. Ce matin à l'aube, aux imprimeries Didier, à Massy, dans la banlieue parisienne, dont le propriétaire avait fermé son entreprise depuis un mois, refusant de réintégrer des ouvriers du livre CGT qu'il voulait licencier, eh bien cette tradition de violence a été malheureusement respectée de part et d'autre. On s'était préparé pour un affrontement violent, il a eu lieu. Selon la loi, l'entreprise devait rouvrir ses portes, le propriétaire ne le voulait pas. Véronique Auger, Patrick Voix. Il est 6h30 ce matin. Les militants CGT viennent de réussir à forcer le barrage de Vigile. 1000 personnes pénètrent dans l'enceinte de l'usine de Massy. Elles essayent d'entrer dans le bâtiment où sont réfugiés les 30 gardes privés, chargés d'empêcher les 24 salariés en instance de licenciement d'accéder aux ateliers. Grenades lacrymogènes, lances à incendie, tirs de pierre. 2 manifestants sont blessés, mais d'autres rentrent et à 7h30 investissent les toits du bâtiment. Ils sont accueillis par les fusils à pompe des vigiles. 5 armes, selon la police, chargées de balles de caoutchouc ou bien de chevrotines, on ne sait pas. Inquiétude de la direction de la CGT, elle téléphone en secret au médiateur, le patron de la presse parisienne. Les tirs s'arrêtent, dit-elle, sinon c'est la grève générale dans toutes les imprimeries de presse de l'Île-de-France. Négociation avec la police. À 9h30, Jean Didier, l'imprimeur retranché depuis ce matin dans son bureau de Massy, sort accompagné de ses vigiles. Les militants CGT peuvent occuper l'usine et attendre que le travail reprenne. Cet après-midi, exposition au siège de la CGT. La Confédération présente les armes des vigiles qu'elle aurait ramassées à Massy. Et le patron du syndicat du livre met en cause le gouvernement. Il est le gouvernement responsable de cette attente un peu trop longue. Ça fait un mois que nous avons demandé au gouvernement d'intervenir. Ça fait un mois que ce gouvernement est resté insensible à tous nos appels. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui était prévisible. Tout l'après-midi, le médiateur a négocié au téléphone avec les 2 parties prenantes. Déjà, Jean Didier accepte de faire un premier geste. Afin de ne pas pénaliser le personnel de Massy, j'ai décidé d'effectuer le règlement des compléments des salaires du mois de juin. Mais Jean Didier n'a toujours pas parlé de redémarrage de l'usine. Le tribunal le lui avait pourtant ordonné. Les risques pris dans les meetings aériens sont-ils trop grands? C'est une question que les non-spécialistes sont en droit de se poser. En effet, après l'affaire de l'Airbus A320 de Mulhouse, on a appris que lors d'un autre meeting à la Ferté-Alais au début du mois de juin, un Concorde, qui lui aussi transportait une centaine de passagers, avait volé au-dessus de la piste et non loin de la foule à 33 pieds, c'est-à-dire 10 mètres d'altitude, selon la version donnée par le magazine Le Point. Une enquête est en cours. Et même si les organisateurs affirment que l'appareil volait plus haut, 30 mètres, on peut s'interroger. Est-il vraiment nécessaire de descendre aussi bas avec les risques que cela peut toujours comporter pour être admiré des badauds? Patrice Velay. Ce jour-là, show aérien à la Ferté-Alais. Après les vieilles machines, le Concorde. Premier passage à 100 mètres sol, escorté par la patrouille de France. Puis 2 vols à basse altitude, au-dessus du terrain. Selon les organisateurs, entre 50 et 30 mètres sol.
Les pilotes qui font des présentations, et surtout sur les grosses machines venant de l'extérieur, les avions de transport en particulier, eh bien, ils sont préparés à travers un simulateur en fonction des données géographiques et de la position du terrain. Vous affirmez qu'ici, ils ont respecté toutes les contraintes? Absolument. Et c'est sans discussion. Affirmation contestée. L'altitude, 10 mètres à peine au-dessus du sol pour certains. D'après nos calculs, le Concorde serait plutôt passé entre 20 et 30 mètres sol, à moins 20 mètres si l'on tient compte de la hauteur du train d'atterrissage. Air France refuse aujourd'hui de communiquer toute information concernant le vol. L'affaire se réglera, dit-on, au sein de la compagnie. La Direction générale de l'aviation civile, elle, garde le silence. Une enquête est ouverte, mais déjà, on précise que l'arrêté préfectoral pris à l'occasion du meeting fixait une hauteur minimum de 100 mètres pour le passage des avions de ligne. Nouvelle-Calédonie, on nage un peu dans l'ambiguïté ce soir à propos de l'attitude des indépendantistes du FLNKS sur les accords récemment signés à Matignon entre messieurs Lafleur et Djibaou en présence de monsieur Rocard et prévoyant l'avenir du territoire. Pour les anti-indépendantistes, je vous rappelle que la réponse a été claire samedi, oui à l'accord. Pour les indépendantistes, les choses sont moins claires. Ils veulent des réaménagements, mais portant sur le fond de l'accord, notamment la composition du corps électoral au moment du vote d'autodétermination dans 10 ans, et la date même de ce scrutin est contestée. Alors avec nous ce soir en direct, le ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer, monsieur Le Pinsec, pour une première réaction du gouvernement. Alors monsieur Le Pinsec, je voudrais d'abord, merci d'abord d'être avec nous ce soir, je voudrais que vous écoutiez avec nous cette réponse faite à Hervé Claude en direct dans notre journal Antenne de Midi tout à l'heure. Écoutons monsieur Djibaou. Monsieur Djibaou, c'est plutôt un non mais, non? Si vous voulez rester au niveau des principes, c'est un non tout court. Mais si on travaille politiquement vis-à-vis des accords, et si vous lisez bien ce que le FLNKS est disposé à faire, c'est de s'engager plus avant dans le processus. Mais nous allons faire quelques propositions aux délégués du gouvernement ici, qui les fera connaître à Paris, pour savoir si on peut proposer des mesures d'accompagnement. Il y a des thèmes, sur les thèmes principaux, à savoir le corps électoral, le découpage, la durée de 10 ans. Comment gérer ça dans le temps? Et quelles sont les mesures que le gouvernement est prêt à engager? Nous allons avoir des propositions à faire, je dirais, sur la gestion de ces thèmes dans le temps. Alors voilà l'essentiel de la réponse de monsieur Djibaou. Monsieur le ministre, vous avez compris quoi, vous? Eh bien, j'ai écouté bien évidemment ces phrases, mais par-delà ces phrases, j'ai analysé tout ce qui a pu être dit pendant les conventions du FLNKS et du RPCR, mais aussi après. Et je note 3 faits qui fondent l'appréciation positive que je porte sur le déroulement de ces 2 conventions. Le premier, il est que le processus enclenché par les accords Matignon est actuellement lancé et se déroule normalement, accord du Parlement. Ensuite, il était convenu que les parties prenantes présenteraient à leurs instances et requerraient leur accord les dispositions de l'accord Matignon. C'est ce qui s'est passé ce week-end. Le deuxième fait, il est que tant au FLNKS qu'au RPCR, on situe l'action dans le cadre des accords Matignon. Je n'ai pas entendu dire que ces accords étaient rejetés. J'ai entendu dire qu'il y avait demande de poursuite du dialogue. Et enfin, le troisième fait que je souhaite souligner, il est que 2 personnes, 2 responsables, Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, avaient courageusement pris leurs responsabilités et au cours des instances de leur formation respective, aucune de ces 2 personnes n'a été désavouée. Voilà ce qui me conduit à formuler donc une appréciation positive sur les débats de ce week-end. Alors, monsieur le ministre, vous dites on ne sort pas des accords, mais si on veut, comme le laisse entendre monsieur Djibaou, revenir sur la composition du corps électoral qui votera dans 10 ans, sur le délai de 10 années avant l'autodétermination, est-ce qu'on ne le vide pas de son contenu? Alors, on le respecte, mais en même temps,
on voudrait que vous le vidiez, que vous le réaménagiez, et vous avez dit l'autre jour, il n'y aura pas de renégociation. Sinon, l'autre côté pourrait, lui, se sentir délié de ses engagements. J'ai dit il n'y aura pas de renégociation des accords Matignon, mais chacun sait qu'il était convenu dès les entretiens Matignon que pourraient se tenir au mois d'août des conversations complémentaires entre les différentes parties prenantes et le gouvernement pour notamment la mise au point du projet de loi référendaire. Tout porte à penser que ces conversations vont pouvoir avoir lieu. Je note que Jean-Marie Tjibaou a fait savoir qu'il allait soumettre au haut-commissaire, à Nouméa, un certain nombre de propositions. Pour ma part, je les examinerai avec attention. Et je ne doute pas que... Mais si on revient, monsieur le ministre, je vous interromps, si on revient sur la composition du corps électoral, qui est quand même le fondement même de l'accord qui a été passé à Matignon, ou sur le délai de 10 ans, est-ce que vous ne pensez pas que là, on sort quand même du cadre? Vous ne pouvez pas revenir là-dessus, ou alors vous allez avoir un non après le oui de l'autre bord. Il est bien évident que les accords Matignon représentaient un point d'équilibre et que toute concession faite à l'une des parties peut remettre en cause cet équilibre. Ceci étant, dans les conversations que nous allons avoir et qui porteront sur le projet de loi référendaire, il me sera donné l'occasion d'expliciter tout ce qui était prévu en matière de corps électoral, de redire en quoi les révisions, selon le code électoral, des listes électorales, pouvaient et peuvent apporter quelques garanties aux Mélanésiens. Bref, explicitation, précision à apporter sur ce point, et il nous reviendra aussi d'être, je crois, plus détaillé sur tout ce que seraient les mesures d'accompagnement, non seulement au cours de l'année transitoire que nous allons vivre, mais aussi au cours de la période de 10 années, car il y a du côté des pouvoirs publics, du côté du gouvernement, la volonté de faire qu'enfin la parole de la France soit respectée en Nouvelle-Calédonie et de faire que ce qui était le souhait du président de la République et qui a été traduit par le Premier ministre dans les accords Matignon, qu'au bout du monde, la vieille sagesse de la France soit entendue et l'emporte. Alors, monsieur le ministre, pour terminer en un mot, je n'arriverai pas à faire de vous un pessimiste ce soir, vous avez l'air très optimiste. Je ne sais pas si vous employez la méthode Coué, mais en tout cas, si vous deviez qualifier ce qu'a dit M. Tjibaou, c'est oui mais, non mais, quelle est la formule que vous employeriez à propos de ce qu'il a dit? Je me refuse de la réduire en une formule de 2 mots, mais j'y ai trouvé encouragement à la poursuite de discussions et en tout cas consolidation de la dynamique enclenchée par les accords Matignon. Merci, monsieur le ministre. Crime sans assassin ni commanditaire. Il y a 13 ans, souvenez-vous, en juillet 1975, le juge Renault était assassiné devant son domicile lyonnais. Surnommé le shérif, il avait une manière bien à lui de mener ses instructions dans ce milieu lyonnais, justement. Et ce sont sans doute ses méthodes et son obstination également qui lui ont valu d'être abattu. Au moment où le dossier est en passe d'être clos, faute de pistes fiables, son fils confie ses intérêts à Maître Vergès, spécialiste des affaires spectaculaires s'il en est. Éric Monnier. Et on verra devant la cour d'assises qui jugera. Un an plus tard, celui qui aimait se faire appeler le shérif était assassiné. À l'époque, les tueurs l'avaient poursuivi pour l'achever à quelques mètres de son domicile. Qui? Pourquoi? Une énigme, vieille de 13 ans. À présent, le dossier est sur le point d'être classé sans suite. Mais le fils du juge Renault ne l'entend pas ainsi. Vendredi, il téléphonait à l'avocat Jacques Vergès pour qu'il prenne en main cette affaire. Le juge Michel a touché à un interdit du milieu. Le juge Renault a touché à un interdit de la classe politique. C'est beaucoup plus grave. Vous savez que le Parlement, Sénat et Assemblée nationale confondus, ont tour à tour accepté une loi d'amnistie qui amnistie toutes les infractions pénales de fausse facture dont le but est de financer les partis politiques. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement cynique. Un petit commerçant en difficulté pour sauver son entreprise et son emploi a recours à ce moyen illusoire et chimérique, il est condamnable, il est inculpable, il est jeté en prison. Un homme politique qui, pour sauver son siège, parce que l'opinion ne veut plus de lui, a recours à de telles méthodes, est blanchi à travers cette affaire.
Le juge Fénech qui instruit l'affaire ne semble pas pressé d'en finir. Mais seul un élément nouveau pourrait permettre de stopper cette procédure et d'éviter un non-lieu. Apporter cet élément, c'est le vrai défi de Maître Vergès. Oui, et demain soir sur Antenne 2 sera diffusé un film tiré justement de cette affaire, Le juge Fayard, dit le shérif. Demain soir à 20h30 sur notre chaîne. Étranger en Israël depuis 8 mois maintenant, il ne se passe guère de semaines ou même de jours sans que nous nous faisions l'écho de manifestations palestiniennes dans les territoires occupés et même depuis quelque temps à Jérusalem-Est, le secteur arabe de la ville, ou dans sa banlieue immédiate, comme on le voit sur ces images filmées aujourd'hui. Mais en dehors de ces moments de violence ponctuelle, la tension est devenue quotidienne. Un exemple, une ligne d'autobus de Jérusalem qui plusieurs fois par jour traverse les quartiers arabes d'un terminus à l'autre. Charles Anderna. Ce genre de spectacle est devenu presque quotidien à Jérusalem. Un autobus israélien attaqué à coups de pierre dans un quartier palestinien. 2 enfants ont été légèrement blessés par des éclats de verre. Au terminus de la ligne 27, près de la porte de Damas, les policiers de garde étaient partis pendant quelques minutes, le temps pour des jeunes Palestiniens de passer à l'action. Les véhicules étaient vides. Ça devient dangereux, inquiétant. Nos chauffeurs, nos autobus sont régulièrement attaqués. Il faut trouver une solution, au besoin annuler les stations dans les quartiers arabes. Mais n'est-ce pas l'objectif justement du soulèvement palestinien ? C'est exact, mais je ne sais pas si nos employés doivent être ceux qui mènent ce combat. La ligne 25 relie le centre de la ville à Neve Yaakov, une cité dortoir israélienne au nord de Jérusalem. L'autobus passe par Chouafat, un quartier arabe. Ça, c'est l'endroit le plus dangereux. 100, parfois 150 jeunes filles nous attendent près de la station avec des pierres. Sans une patrouille sur place, nous sommes une cible sans défense. Je me déplace toujours avec mon arme, mais je ne vais quand même pas tirer sur des lanceurs de pierres. Ce n'est plus possible. Il faut que le gouvernement prenne des mesures. Les habitants de Neve Yaakov, les passagers de l'autobus 25, réclament eux aussi une nouvelle politique à l'égard du soulèvement palestinien. Les gens quittent le quartier. Dans mon immeuble, 4 locataires déménagent. Ici, les prix des logements sont faibles et je n'ai pas les moyens d'aller ailleurs. Il faut parvenir à un dialogue pour que cesse cette violence. Moi, je pense que les autorités devraient traiter les fauteurs de troubles avec une main de fer, pas avec un gant de velours. C'est une situation tragique. Après tout, nous sommes des êtres humains avec les mêmes problèmes. Il est dommage que nous gâchions ainsi notre avenir. L'après-midi s'est passé sans incident. Plus rapidement maintenant, d'autres titres de l'actualité de ce jour, en commençant par le conflit Iran-Irak. On se bat toujours sur le front entre les deux pays pour conforter ses positions et arriver en situation de force à la table des négociations qui vont commencer aux Nations Unies. Jérôme Bonny. Offensive, contre-offensive, situation militaire confuse sur le front Iran-Irak. Beaucoup de travail en perspective pour Xavier Pérez de Cuellar, le secrétaire général de l'ONU, qui doit rencontrer mercredi à New York les ministres irakiens et iraniens des Affaires étrangères. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU entame dès aujourd'hui des consultations sur l'utilisation, selon Téhéran, d'armes chimiques par l'armée irakienne ces derniers jours. Cocktail party pour la paix au Cambodge, à Bogor, en Indonésie. Pour la première fois, les 4 protagonistes khmers du conflit cambodgien sont réunis à la même table. Gouvernementaux, soutenus par les Vietnamiens, Khmers rouges, conservateurs et sihanoukistes. En coulisses, à Jakarta, un acteur au rôle déterminant, le prince Norodom Sihanouk. Il ne participe pas directement au pourparlers, mais le Premier ministre cambodgien Hun Sen vient de lui proposer de présider un conseil national de réconciliation. Après 2 mois de grève, les habitants, pour la plupart arméniens, de la région du Haut-Karabakh suspendent leur mouvement. Pourtant, selon l'agence TASS, 1/5 des ouvriers n'a pas repris le travail dans certaines entreprises de la capitale, Stepanakert.
C'est tout de même un succès pour Mikhail Gorbatchev qui a manié le bâton et la carotte, menace d'un couvre-feu mais aussi promesse d'une certaine autonomie. 10 000 hectolitres de vin frelaté italien saisis dans le port de Sète pour analyse. 8 des producteurs de ce breuvage, exportés par la société italienne Sacovin, sont déjà sous les verrous à Brindisi. Pour les douaniers sétois, il s'agit d'éviter, selon leurs propres termes, qu'une mauvaise boisson fabriquée avec de la lie de vin, de l'alcool et du sucre ne soit commercialisée en France. Nous vous avons déjà parlé la semaine dernière de cette pollution qui a pour origine des algues au fond de la mer du Nord et qui provoque la mort de milliers de phoques qui vont s'échouer notamment sur les côtes de l'Allemagne fédérale, où l'on assiste d'ailleurs à une véritable mobilisation pour tenter de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Philippe Rochaud. Laissez vivre notre mer du Nord. Ce slogan a mobilisé 30 000 personnes qui ont formé une chaîne de plusieurs kilomètres de long sur les côtes de l'île de Sylt. Des jeunes, des touristes, des écolos, mais aussi des hommes politiques qui ont voulu tirer la sonnette d'alarme. Il faut soigner la mer du Nord. 4000 phoques sont morts en 2 mois sur ces côtes et l'hécatombe continue. 1 millier de morts sur les seules côtes allemandes. À l'université de Kiel, on a trouvé 150 poisons différents dans les corps des phoques qui ont été disséqués. Des vers dans les poumons, des parasites, des virus inconnus, fabriqués sans doute par la pollution. Le quart des phoques de la mer du Nord est mort en 3 mois. Dans ce laboratoire de Borkum, on essaye de sauver les survivants qui n'ont pas été infectés et surtout les bébés phoques nés au lendemain de la découverte de la catastrophe. Après injection de sérum, ils seront relâchés en mer. Mais il faudra 10 ans pour que la population de ces mammifères recouvre son niveau du début de l'année 88. Les bébés phoques, à peine venus au monde, doivent donc être alimentés en laboratoire, puis vaccinés et traités avant d'être remis à l'eau. Deuxième objectif, arrêter l'épidémie. Cela coûte cher. Pour supprimer la teneur en phosphate des engrais déversés dans la mer du Nord, il faudra dépenser plus de 2 milliards de francs. Le sport, pas de miracle suédois pour l'équipe de France de tennis en demi-finale de la Coupe Davis. Ils ont été battus 4-1. Le dernier match pour l'honneur a vu la victoire de Carlson sur Tulane, mais avant cela, Wilander, en battant le compte 3-7-0, avait mis fin à nos espoirs. Jean Mamère. Débordé. Henri Lecomte s'est fait déborder. La partie est passée au-dessus de lui. Décidément, Mats Wilander ne lui réussit pas. De revanche de Roland Garros, il n'y en eut pas. Henri Lecomte, aujourd'hui encore, n'était pas à la hauteur de Mats Wilander. Malgré une énorme prise de risque au filet, le Français s'est heurté à un mur. Et dans sa chute, il entraîne également la France, éliminée par la Suède pour une place en finale de Coupe Davis. Mats joue bien, il aime bien mon jeu, il aime bien jouer contre moi et il s'avère qu'il joue toujours bien. Donc pour l'instant, il est plus fort, il faut que je travaille beaucoup plus de ce côté-là et arriver à être beaucoup plus constant pour arriver à le battre. Voilà une bonne philosophie, et c'est sans doute à ce prix-là que s'acquiert une place en finale et le droit pour les Suédois d'y défendre leur titre face à l'Allemagne. Un instant privilégié sans doute, c'est celui qui assoutira à Mats Wilander sa seule et imperceptible expression de joie de toute la journée. À la frontière du sport et du fait divers, comme toujours à Marseille, eh bien rififi aujourd'hui sur le Vieux-Port. Le président de l'OM, autrement dit Bernard Tapie, tape du poing sur la table. Son équipe de football de première division n'a engrangé qu'1 point en 2 matchs, un nul et une défaite samedi dernier. Il veut donc faire la lessive sans attendre. Et il commence par écarter l'entraîneur, Gérard Banide. Claude Aymar, Agnès Poirier. Comment vous réagissez? Banide sur la touche. L'entraîneur de l'OM a été démis de ses fonctions ce matin par le big boss Bernard Tapie. Avec Michel Hidalgo, ils avaient repris tous les 3 l'OM en 1986. Une première bonne saison, une seconde moyenne et puis 2 matchs sans victoire cette année. Des sanctions ont été prises selon la méthode Tapie. C'est pas un dictateur, pas du tout. Il a par contre un esprit d'analyse et de synthèse. Il va beaucoup plus vite que nous dans ce type de choses. C'est un homme d'affaires et le monde du sport avait un peu plus de patience. Il y a maintenant, c'est vrai, une plus grande fragilité des choses et des hommes dans le monde du sport, parce qu'il y a des hommes d'affaires qui sont arrivés, mais on est au siècle du rendement et malheureusement du prêt-à-porter et aussi du prêt-à-jeter.
À Marseille, chez les supporters, les réactions divergent. Pour les uns, c'est peut-être un peu tôt. Pour les autres, Tapie a eu raison. Il y aurait longtemps qu'il aurait dû le faire. Il y a Hidalgo, il y a tutti quanti, et puis à la fin du compte, l'OM doit être un des premiers, mon point de vue. Je pense que ça peut changer quelque chose. En mettre un autre, je vois pas ce que ça donnera de plus. On aurait dû attendre au moins 2 ou 3 mois. Michel Hidalgo et Gérard Gilly prennent donc la succession, mais qui ne serait, dit-on, à Marseille qu'intérimaire. Bernard Tapie serait d'ores et déjà à la recherche d'un entraîneur de grand renom. Voilà, je ne voudrais pas terminer ce journal sans vous annoncer une triste nouvelle. Un des producteurs les plus célèbres de la télévision, Claude Lourcet, producteur des 5 dernières minutes, la série policière diffusée et produite par Antenne 2, est décédé aujourd'hui accidentellement. Il s'est noyé dans la piscine de l'hôtel où il se trouvait à Avignon. Claude Lourcet était âgé de 69 ans. Voilà, ce journal est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur notre chaîne. Après moi, il y a la météo avec Laurent Cabrol. 24 heures sur la 2 en fin de programme avec Aubry et de l'air. Demain matin, Télématin, 6h45 pour les lève-tôt. Et puis nous, bien sûr, nous nous retrouvons demain soir à 20h. Bonsoir, à demain.